Depuis 4 ans, la Russie a tout lancé contre l'Ukraine sur le terrain. Et depuis 4 ans, la carte a à peine bougé. Alors, le président Vladimir Poutine, frustré, a changé la façon dont la guerre est menée en la portant dans les airs. Vague après vague de drones, Shahed et de missiles de croisière frappent chaque nuit les villes ukrainiennes, car hommes et chars ont échoué, et les drones coûtent moins cher. C'est une véritable guerre d'usure aérienne, conçue pour épuiser les intercepteurs et les munitions de l'Ukraine, en essayant de briser la volonté du pays, une centrale électrique et un immeuble à la fois. Mais au milieu de cette tempête, une petite arme britannique, que la plupart des gens avaient discrètement oubliée, fait soudainement la une des journaux. Les équipages ukrainiens l'ont surnommée le crayon meurtrier. Elle ne suit pas les sources de chaleur comme la plupart des autres munitions tirées à l'épaule. Elle ne peut être trompée par des leurres thermiques, ni brouillée par la guerre électronique. Son nom officiel est Starstreak, et face aux menaces bon marché produites en masse qui envahissent désormais le ciel ukrainien, la Russie n'a pas encore trouvé de réponse fiable contre elle. Notamment, Starstreak n'est pas une invention nouvelle, elle est apparue dans les reportages dès le début de la guerre. Mais elle a refait surface 4 ans plus tard, et la raison de ce retour explique comment toute la guerre a changé. Commençons donc par ce qu'est réellement Starstreak, car la réponse n'est pas aussi simple qu'un missile plus rapide ou un temps de réaction réduit. Tout le monde sait déjà que la vitesse compte en défense aérienne. Un missile plus rapide laisse moins de temps à la cible pour réagir, et Starstreak était rapide, entre Mach 3 et Mach 4 selon les circonstances, et le lanceur spécifique. Mais la vitesse seule n'est qu'une partie de la raison. Ce qui distingue vraiment ce missile de tous les autres systèmes de défense aérienne à très courte portée, c'est sa méthode de guidage, et c'est là que Starstreak devient effrayant. Souvent, les missiles verrouillent une cible en détectant la chaleur, repérant l'objet le plus chaud dans le ciel. C'est important car les premiers T-modèles BEMA recherche de chaleur visèrent le soleil et allaient dans cette direction. Cela a l'avantage d'être simple à concevoir et à utiliser, tout en étant du type tire et oublie. C'est-à-dire qu'une fois que vous lancez le missile, vous ne pouvez plus vraiment lui indiquer où aller ensuite. Le missile a une tête chercheuse qui se verrouille sur la signature thermique de la cible avant le lancement. Après le signal sonore confirmant le verrouillage, l'opérateur tire et le missile poursuit ensuite la source de chaleur de façon autonome jusqu'à l'impact. L'opérateur peut bouger dès que le missile quitte le tube, ce qui est extrêmement utile. Cela permet aux opérateurs de rester en vie. La méthode est rapide, sans besoin de suivre la cible après lancement. Mais si un missile vise une source de chaleur, on peut lui offrir une cible plus chaude. Cela peut être des leurres thermiques, désormais équipement standard des avions modernes. Ajouter des contre-mesures infrarouges modernes, et une manœuvre d'évitement brusque au bon moment. Et cette destruction garantie devient du 50-50. Starstreak a été conçu pour ignorer tout cela. À la place, tout le lanceur utilise un guidage par faisceau laser. Après avoir déployé les projectiles, l'opérateur garde la cible en vue, et l'unité de visée projette un faisceau de guidage, essentiellement une grille laser, que le missile suit simplement. Le missile suit alors une trajectoire définie par l'endroit où l'opérateur pointe. Le grand avantage ici, c'est que c'est l'opérateur qui assure la visée. Une fois qu'il pointe un laser, ils peuvent le tourner légèrement pour suivre la cible, et le missile suivra, tout simplement parce qu'il est conçu précisément pour cela. La cible peut larguer toutes les contre-mesures de son arsenal, et Starstreak ne broncherait même pas. Le fabricant, Thales, décrit le guidage comme étant immunisé contre toutes les contre-mesures infrarouges et radiofréquences connues, et cette affirmation est au cœur même de l'importance de cette arme. Alors voyons ce qui se passe réellement à partir du moment où la gâchette est pressée, car c'est là que la conception devient ingénieuse. L'opérateur suit la cible à travers l'unité de visée. Quand on appuie sur la gâchette, le moteur du premier étage s'allume dans le tube de lancement, puis s'éteint avant que le module de déploiement soit entièrement sorti. C'est intentionnel, et cela protège l'opérateur du souffle arrière de la roquette. Une fois qu'il est à une distance de sécurité, le moteur du deuxième étage s'allume et accélère le missile à une vitesse supérieure à Mach 3, et selon certains, proche de Mach 4 en une fraction de seconde. Ensuite, le deuxième étage s'épuise et libère sa charge utile, qui est la partie qui lui vaut son surnom. Nous parlons souvent d'un missile, mais il faut comprendre pourquoi le système a une unité de déploiement distincte. Au lieu d'une seule ogive, Starstreak en libère 3 plus petites simultanément, chacune étant un projectile en tungstène guidé par laser. La fléchette, un peu plus de 390 mm, soit 15,6 pouces de long, est logée dans un missile d'environ 1,39 m et contient la véritable charge explosive couvrant le dernier pied, équipée d'une fusée à retardement à l'impact. Cette fusée est conçue pour que la fléchette perce d'abord le blindage de la cible, puis explose à l'intérieur des structures ou au-delà du revêtement renforcé des chars.
Chaque fléchette transporte également une petite charge explosive, destinée à projeter des éclats tout autour, lorsque le missile touche effectivement sa cible. Et comme 3 d'entre elles sont lancées simultanément, les chances d'un impact direct augmentent de façon exponentielle et les dégâts réels peuvent suffire à abattre un avion. 3 fléchettes en tungstène guidées à plus de Mach 3 peuvent totalement détruire le rotor ou le système de carburant d'un hélicoptère. Les hélicoptères, et dans une moindre mesure les avions, sont exactement le type de cible que Starstreak a été conçu pour détruire, et c'est ainsi qu'il a été utilisé au départ. Au début du mois d'avril 2022, quelques jours seulement, après que le système ait été mentionné comme ayant été importé en Ukraine, l'armée a partagé des images d'un hélicoptère d'attaque Mi-28 russe, touché au-dessus de la région de Luhansk. Sa poutre de queue a été sectionnée alors qu'il frôlait les arbres. Une source du ministère de la Défense britannique a indiqué au Times que la vidéo montrait probablement le Starstreak en action, utilisé pour la première fois pour abattre un appareil russe. L'équipage de l'hélicoptère aurait survécu. Il convient de noter que, bien que le ministère britannique de la Défense et des analystes militaires ait largement attribué la destruction au Starstreak d'après la signature de l'impact, cette attribution ne reposait pas sur une confirmation officielle russe. Avant ce matin-là, le Starstreak était un système britannique respecté mais peu connu, ignoré de la plupart hors de l'OTAN. Après cela, beaucoup de gens s'y sont rapidement intéressés. Aujourd'hui, le Starstreak existe sous plusieurs formes, et la plateforme compte autant que le missile lui-même. Dans sa forme la plus simple, il est lancé à l'épaule. Un seul opérateur formé peut l'assembler, et être prêt à tirer en quelques secondes, engager une menace depuis presque n'importe quelle position, puis se déplacer immédiatement, offrant ainsi une flexibilité maximale. Mais il est aussi limité comme tout système tiré à l'épaule. Un seul opérateur avec un lanceur ne peut couvrir qu'une petite partie des vecteurs d'attaque que l'ennemi pourrait utiliser. La version standard est le lanceur multiple léger, qui contient 3 missiles prêts à tirer, permettant ainsi à un opérateur d'engager 3 cibles successivement sans recharger. De plus, cette version peut être montée sur un Land Rover ou un véhicule similaire avec une petite modification. Mais la version qui fait le travail le plus intéressant en Ukraine en ce moment est le Stormer HVM. Le Stormer est un véhicule blindé britannique à chenilles, conçu pour la défense aérienne rapprochée. Il transporte 8 missiles Starstreak prêts à tirer sur son lanceur de toit, 12 autres en réserve dans la coque, et fonctionne avec un équipage de 3 personnes. Fixé au lanceur se trouve un dispositif appelé Air Defense Alerting Device, un scanner infrarouge avec processeur qui détecte les menaces aériennes entrantes, les priorise et oriente automatiquement la lunette de visée de l'arme vers la cible. Cette capacité est plus cruciale qu'il n'y paraît, car le plus difficile en défense aérienne très courte portée n'est généralement pas l'interception, mais la détection. Les menaces à basse altitude et les petits drones en particulier peuvent être minuscules, silencieux, rapides et masqués par le terrain. Un équipage ignorant la présence d'une cible avant qu'elle ne le survole a déjà perdu l'engagement. Le dispositif d'alerte permet à l'équipage de localiser, suivre et tirer en quelques secondes. Le Stormer offre à l'équipage une protection blindée, de la mobilité et la possibilité de se déplacer entre les engagements. Un opérateur isolé dans un champ devient une cible juste après le premier tir. Un équipage de Stormer peut tirer puis se déplacer, ce que les artilleurs appellent tirer et décamper. À la réception de ces systèmes, l'Ukraine faisait surtout face à la menace d'aéronefs russes conventionnels, volant bas et d'hélicoptères d'attaque. Mais le ciel ukrainien en 2026 ne ressemble plus du tout à cela. Mais avant d'entrer dans les détails, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous suivons les principaux événements de la guerre et de la géopolitique mondiale, afin que vous soyez toujours informés des événements majeurs. En s'élevant dans les airs, la Russie cherche encore à couvrir tout le territoire. Elle inonde désormais le champ de bataille de Shahed, des drones kamikazes, des munitions rôdeuses, Lancet, tous les drones de reconnaissance terrestre, des drones d'attaque Zala, des leurres conçus pour ressembler à de vrais appareils, et des missiles de croisière, tous arrivant en paquets mixtes à différentes altitudes, par différents itinéraires, en quantité variable. L'objectif n'est souvent pas de frapper une cible précise. L'objectif est de saturer la défense aérienne ukrainienne, de forcer la révélation des positions défensives, d'épuiser les intercepteurs coûteux face à des drones bon marché, et d'ouvrir des brèches pour des armes plus létales. C'est un problème très différent d'un hélicoptère russe surgissant seul derrière une ligne d'arbres, et les forces ukrainiennes ont adapté le Starstreak et le Stormer pour y répondre. Le 1129e régiment de missiles antiaériens de Bila Tserkva, où Bila Tserkva signifie Église Blanche, est l'une des unités qui a effectué cette transition.
À l'origine construit autour d'un mélange de systèmes occidentaux et de l'époque soviétique, le régiment a été documenté en train d'utiliser ses Stormer HVM contre des drones russes. Les rapports d'Ukrainiens attribuant à chaque véhicule des dizaines de destructions. Récemment, les équipages ont associé le Stormer à une nouvelle génération de drones intercepteurs, des quadricoptères rapides et bon marché, et à des chasseurs à voilure fixe comme le Sting ukrainien, conçus pour traquer les Shahids. Un commandant de Stormer a déclaré que le système avait été utilisé contre des Shahids, contre des drones de reconnaissance, contre des drones d'attaque Lancet et contre au moins un missile de croisière. C'est une expansion remarquable de la mission initiale du système. Une arme créée à l'époque des hélicoptères d'attaque fait désormais partie de la réponse à une guerre de drones inexistante lors de son déploiement initial. Cependant, il y a ici une nuance importante, l'existence d'un missile complémentaire. Aux côtés du Starstreak, la Grande-Bretagne fournit également à l'Ukraine un missile polyvalent léger, connu dans les forces britanniques sous le nom de Martlet. Il pèse environ 13 kg à une portée de plus de 6 km et une vitesse supérieure à Mach 1,5 et il utilise la même famille de guidage par faisceau laser que le Starstreak. En septembre 2024, le Royaume-Uni a confirmé une commande de réapprovisionnement de 162 millions de livres, soit environ 216 millions de dollars pour ce missile, avec le premier lot de plusieurs centaines envoyés en Ukraine, ce qui montre à quel point il était sollicité à l'époque. La différence cruciale entre ces deux systèmes réside dans la ogive, où Starstreak repose sur ses fléchettes en tungstène dense. Le Martlet est équipé d'une ogive à triple effet d'environ 3 kg, une charge creuse combinée à une enveloppe de fragmentation explosive, le tout déclenché par une fusée de proximité laser. En termes pratiques, la fléchette du Starstreak est redoutable contre les hélicoptères et les avions, précisément parce qu'elle pénètre avant d'exploser. Mais face à un petit drone, l'impact direct de la fléchette n'est pas toujours le moyen le plus fiable de le détruire, car la cible est trop difficile à atteindre. Une ogive qui explose près de la cible et projette des fragments, déclenchés par proximité plutôt que par un impact direct, offre bien plus de marge d'erreur contre ce type de cible. En pratique, les deux missiles compensent leurs faiblesses. L'un est conçu pour percer et détruire une grosse cible blindée, l'autre pour abattre une cible petite et insaisissable. Parce que nous essayons d'être honnêtes ici. Nous devons aussi être clairs sur ce que Starstreak ne peut pas faire, ce qui est important dans le contexte de la guerre en 2026. Malheureusement, le principal inconvénient du Starstreak est en quelque sorte lié à sa plus grande force, à savoir l'absence de la capacité de tir et oubli. L'opérateur doit continuer à suivre la cible en permanence après le lancement, puisque le missile suit un faisceau que l'opérateur maintient sur la cible. Si l'opérateur perd la cible dans le viseur, le guidage se détériore. De plus, dans un ciel rempli de petits drones rapides à faible signature qui zigzaguent sur des trajectoires imprévisibles, maintenir ce suivi optique continu sous pression est vraiment difficile. Soudainement, les conditions météorologiques défavorables et la visibilité deviennent importantes, et la fumée ainsi que la poussière peuvent déformer les faisceaux laser utilisés par le missile pour se diriger. Starstreak n'est pas non plus un intercepteur bon marché, avec une ogive en 3 parties coûtant entre 100 000 et 130 000 dollars. Contre les drones, qui coûtent souvent entre 10 000 et 20 000 dollars, voire jusqu'à 50 000 dollars pour les modèles plus complexes, le calcul des coûts devient très vite défavorable. C'est pourquoi il est essentiel de l'associer à des drones intercepteurs moins coûteux et aux Martlets. Face à une petite menace peu chère, il ne faut pas utiliser un missile coûteux pour la neutraliser. Il nous manque encore une information. Nous n'avons pas de données complètes et vérifiées indépendamment sur le taux de destruction du Starstreak contre les drones. Les équipages ukrainiens l'utilisent clairement, avec des premiers rapports prometteurs. Par exemple, en avril 2022, des rapports de renseignement ont indiqué qu'au moins 7 drones Orlandix avaient été abattus avec succès par des Starstreak à Vovchansk. Il existe donc un précédent montrant que le Starstreak est efficace contre les drones, mais il est peu probable qu'il réponde complètement à la stratégie de drone de la Russie. Rien, à lui seul, ne suffit face à la stratégie de drone de la Russie. C'est la logique d'une défense multicouche. Ce qui nous amène à la question principale. Pourquoi une arme, très médiatisée au printemps 2022 puis tombée dans l'oubli, redevient-elle soudain pertinente 4 ans après ? La réponse n'a presque rien à voir avec le missile et presque tout à voir avec la guerre qui l'entoure. Sur le terrain, la guerre menée par la Russie est au point mort. En mai 2026, les forces russes n'ont capturé que 14 km² de territoire, soit le plus faible gain mensuel depuis octobre 2023, et cela malgré une augmentation de plus de 35% des assauts par rapport au mois précédent. Plus d'attaques,
moins de terrain. L'Institut pour l'étude de la guerre a également estimé que les forces ukrainiennes ont en grande partie stoppé l'offensive de printemps-été 2026 de la Russie, celle-ci n'ayant gagné une présence que sur une fraction du territoire qu'elle avait conquis en mai 2025. L'Ukraine a même repris un peu de terrain, ces derniers mois comptant parmi les rares à lui avoir apporté de vrais gains. Et si les Russes ne trouvent pas un moyen de reprendre de l'élan, l'objectif de capturer le Donbass cette année leur échappe rapidement. Désormais, à l'arrière du front, la machine qui alimente la guerre s'essouffle elle aussi. De plus, l'effort de guerre russe doit composer avec une capacité industrielle en diminution sous les sanctions occidentales et des stocks qui s'amenuisent dans presque toutes les catégories d'armes, ce qui modifie lentement le calcul coût-bénéfice du Kremlin. Les drones ukrainiens à longue portée sont désormais plus fréquents et ciblent les raffineries de pétrole finançant la guerre. Poutine perd de l'argent, des hommes et de l'élan. Alors, quand l'armée ne peut pas avancer, que les usines ne suivent pas et que les revenus du pétrole partent en fumée, que reste-t-il ? La pression venue du ciel. L'Institut pour l'étude de la guerre relie l'intensification des frappes russes sur les villes ukrainiennes à ses échecs militaires, présentant la campagne aérienne comme un substitut aux avancées terrestres et un moyen de détourner l'attention des frappes ukrainiennes en Russie. Ainsi, les nuits à Kherson, Kramatorsk, Dnipro et Kiev sont devenues un enfer de drones et missiles ciblant immeubles, entrepôts alimentaires et électricité. Incapable de briser l'armée ukrainienne, la Russie essaie de briser les villes ukrainiennes. Le passage d'une guerre terrestre à une guerre de drones bon marché produits en masse rend un système comme Starstreak à nouveau pertinent. Alors prenons du recul et voyons sur quoi la Russie mise réellement. Sa stratégie aérienne s'appuie sur l'idée que de nombreux drones bon marché, envoyés en masse et en groupes variés, finiront par submerger toute défense. Après tout, la quantité est une qualité en soi. Mais cette théorie échoue face à un missile insensible aux contre-mesures, un véhicule capable de détecter et neutraliser la menace, avant même que l'équipage ait le temps de s'inquiéter, et 4 ans d'expérience opérationnelle que nul manuel ne peut transmettre. La Russie a tenté d'inonder le ciel. La Grande-Bretagne a fourni à l'Ukraine un outil pour faire le tri. Les fléchettes restent en tungstène, le guidage ignore toujours les leurs, et les équipages maîtrisent de plus en plus la détection de ce que la Russie voudrait cacher. Starstreak n'a pas été conçu pour la guerre qu'il mène aujourd'hui, ce qui est sans doute le plus intéressant à son sujet. Une arme conçue contre les hélicoptères détruit désormais des drones, non parce qu'elle est polyvalente, mais parce qu'elle excelle dans une tâche rare avec une grande précision. Avec une bonne défense en couche, ce petit missile britannique atypique est devenu l'un des problèmes les plus persistants et discrets rencontrés par la guerre aérienne de Poutine. À ce jour, la Russie n'a pas trouvé de solution claire à ce problème. Mais les problèmes de la Russie dans les airs vont bien au-delà d'un seul système. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités.